approximative, hein, explicative, mais etc. Et l'idée, bon, je vais aller un peu vite pour expliquer, c'est que le métier enseignant, pourquoi multi-agenda? Plusieurs préoccupations. L'enseignant a en permanence plusieurs occupations, préoccupations, soucis, qui sont enchâssés les uns dans les autres et plus saillants certains à certains moments qu'à d'autres. Si je commence par le bas, le souci du pilotage des tâches, hein, donc c'est le souci du temps, c'est le souci du temps scolaire, vous savez que c'est l'instrument pédagogique de première importance, c'est le temps de la séance, mais c'est le temps de la séquence, mais c'est autant le temps du programme, etc. Le souci de gérer l'espace, les dispositifs, le souci aussi de gérer le type de situation qu'on a choisi, le type de tâche qu'on a choisi, ce qui s'est préparé dans le silence du bureau. Voilà. Donc aujourd'hui, la question de la réforme, je dis deux mots quand même, parce que pour nous, de réforme, que ce soit du primaire jusqu'au collège, pose des questions énormes, énormes dans le pilotage des tâches, et probablement c'est un lieu très très fort de crispation d'un certain nombre d'enseignants. Comment vont-ils piloter à nouveau leur pratique pédagogique? Voilà. Deuxième point sur quoi je vais insister, encore plus aujourd'hui qu'avant peut-être, cette question de l'atmosphère. Parce qu'il y a quelque chose, l'atmosphère, c'est entretenir dans la classe un climat d'apprentissage, un espace dialogique où on peut s'entendre, s'écouter, se parler, où il y a du respect. Merci, c'est un peu nécessaire. C'est écouter, se parler, maintenir ces espaces dialogiques, en même temps sur plusieurs scènes, parce qu'il y a des scènes d'arrière-plan, l'enseignant a l'œil derrière ce qui se passe dans les cartables, etc. Sur la scène collective, sur les scènes duales, sur les scènes d'atelier, il a géré toutes ces scènes en même temps. Mais en même temps, aujourd'hui, cette question me paraît tout à fait centrale en termes de, comment dire, l'objectif étant de plus en plus aujourd'hui, avec les événements que nous vivons très très violents en ce moment, et puis à mon avis de manière durable, de tout faire pour que l'école soit un lieu d'intégration, que les élèves se sentent intégrés dans une communauté, dans une société, et non pas discriminés, stigmatisés. Voilà. Et donc il me semble qu'il y a une attention tout à fait importante, notamment sur la manière de s'adresser aux élèves, de les écouter et de ne pas les séparer, de ne pas les qualifier en groupe de ceci, groupe de cela, et sans arrêt re-stigmatiser. Stigmatiser, le mot est fort, mais trop fort. Mais néanmoins, on contribue à cela. Et il me semble qu'il y a, sur les processus de différenciation et la culture de la différenciation qui s'est répandue depuis quelques années en France notamment, a beaucoup s'interroger. Hein, et il y a de très très beaux travaux qui sont sortis sur ces questions. Mais de grosses questions sur différencier et non pas stigmatiser. Différencier, c'est étayer différemment, c'est pas stigmatiser. Voilà, grosse question. Troisième préoccupation que nous avons mis en évidence, la préoccupation du tissage. Le tissage, c'est ces activités de langagières par lesquelles, ou affichage, ou tout ce qu'on voulait, par lesquelles l'enseignant fait des liens avec ce qui s'est fait avant, avec ce qui a déjà été appris, avec ce qui va se faire après, ou en remontant avec ce qu'on vient d'apprendre. Hein. Les bilans de savoir, par exemple, à la fin de la journée, on remonte la chaîne de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Mais c'est aussi le tissage avec ce qui se fait à l'extérieur de l'école et ce qui se fait à l'intérieur de l'école. En gros, c'est des interactions langagières pour donner du sens aux activités et aux tâches que l'on fait. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Où on va? Qu'est-ce qu'on va en faire? Ces opérations de tissage, dans tous les travaux que nous avons menés, et on en a mené beaucoup d'analyses, montent à entre 4 et 7% des interactions verbales des enseignants, c'est-à-dire rien du tout. Et c'est probablement une des raisons du décrochage d'un certain nombre d'élèves. Par contre, dans primaire, collège, lycée c'est encore pire, université, n'en parlons pas. Par contre, quand on va dans l'enseignement technique, ces interactions de tissage montent à près de 50%. Voilà, on fait sans arrêt les liens avec la vie, avec ce qu'on a fait, l'atelier, ailleurs, etc. Il y a une autre culture, et sans doute, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Voilà. Autre préoccupation, évidemment, tout à fait centrale, j'aurais dû commencer par celle-ci, c'est la préoccupation de qu'est-ce que je vais enseigner comme objet de savoir, comme technique, comme attitude, tant sur le enseigner ou éduquer, quelle est la visée que je me suis donnée à cet instant-ci, par exemple. Voilà. Dernière préoccupation, non des moindres, mais que nous avons ensuite beaucoup développée avec Soulet,
C'est la préoccupation de l'étayage. Derrière tout ça, évidemment, c'est les travaux de Brunner. Et l'idée, c'est que l'enseignant n'est pas là pour remplir la bouteille, comme disait Mérieux, mais faire penser, faire dire, etc. Et c'est cette préoccupation d'étayage. Alors, l'ensemble de ces préoccupations sont très entremêlées les unes dans les autres, très, très imbriquées. Le professionnel expert qui a du métier, il arrive à en traiter un certain nombre par le geste. Pilotage, atmosphère, quelquefois ça peut passer par certains gestes, certains regards. Le corps parlant, comme dit Anne, le corps parlant de l'enseignant arrive à gérer tout un tas de choses. Et il va réserver sa voix à probablement les objets d'enseignement et aussi les questions d'étayage. Alors que le débutant va parler beaucoup parce qu'il est obligé de tout dire, tout passe par sa parole. Et voilà. Donc ça, voilà la première modélisation. Je vais vite, hein, excusez. Voilà. Je remonte en arrière ou quoi? Oui, l'idée des gestes, la dernière phrase, c'est que les gestes professionnels sont des gestes d'ajustement et qu'ils sont modulaires. Ça veut dire qu'ils s'organisent par paquet, ils sont hiérarchisés hein, et ils sont toujours dynamiques. Donc, difficile de les isoler. On a tenté de les isoler et on s'est rendu compte en fait que de les isoler ne rendait pas compte de l'activité de l'enseignant. La pensée est toujours multiple, modulaire. Et les élèves n'étaient pas sensibles à un geste professionnel spécifique, mais un faisceau de gestes qui se sont configurés en une figure hein, que l'élève peut percevoir. Et c'est à partir de là que nous avons atterri sur la deuxième modélisation. Ça, je vais passer, je vous le laisse, sur la notion de posture. La notion de posture, c'est l'idée que en fonction de l'avancée de la tâche, en fonction des obstacles didactiques rencontrés ou des obstacles éducatifs rencontrés, l'enseignant va prendre plusieurs postures. Je prends toujours l'image de quelqu'un sur un vélo qui a plusieurs vitesses. S'il y a de la côte ou de la descente, il va changer son pédalier et donc il va adopter, ajuster sa manière de faire en fonction des obstacles. Donc la posture, c'est un mode d'agir temporaire. Pour conduire la classe. Et l'enseignant expert, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, circule sur plusieurs postures d'étayage. Alors nous les avons définies de la façon suivante. C'est un continuum. La posture d'enseignement, c'est la posture courte, souvent, où l'enseignant, effectivement, verbalise les savoirs. On la reconnaît à l'oreille, même sans regarder, parce qu'on entend les mots du savoir. Et quelquefois, on ne les entend pas. Donc l'enseignant enseigne, conceptualise ou fait enseigner par des élèves. Voilà. La posture de lâcher prise, je vois qu'il y en a qui grattent, mais vous aurez les PowerPoint, hein, vous ne tracassez pas. Voilà. Prenez votre plaisir et vos questions. La posture de lâcher prise, c'est la posture par laquelle, d'apparent lâcher prise, où l'enseignant délègue aux élèves l'autorisation de travailler par eux-mêmes, de penser par eux-mêmes, etc. Et c'est le travail en autonomie, apparent lâcher prise, parce qu'il est quand même responsable de la classe, mais nous nous sommes rendus compte que autant à l'école primaire, on doit se trouver en face des élèves, autant, de façon tout à fait étonnante, en collège, il vaut mieux, quand on lâche prise, il vaut mieux tourner le dos aux élèves, de sorte que les élèves ne puissent pas capter le regard du prof, parce que s'ils captent le regard du prof, c'est fini. Donc, en gros, on tourne le dos et les élèves disent « il nous fait confiance, ils nous font confiance » et effectivement, nous avons un bruit qui aurait plutôt tendance à baisser. La posture de contrôle, c'est la posture par laquelle l'enseignant, c'est la maïotique d'une certaine façon, il envoie la question, il évalue la réponse, il repose, etc. Donc l'enseignant parle 3 fois pendant que quelques élèves parlent une fois, ce qui fait qu'en collège, ça donne de l'ordre de 60-70% du temps de parole par l'enseignant et 30% pour quelques élèves qui sont là. Voilà. La posture de surétayage ou de contre-étayage, c'est celle que nous faisons tous, et c'est Brunner qui nous le dit, nous sommes tellement généreux, nous avons tellement envie d'aider notre semblable qu'on ne peut pas s'empêcher d'aider. Donc on pose la question, on n'attend pas la réponse. Les enseignants ont une peur panique du silence dans la classe. Le silence des élèves, l'attente de la réponse est un moment insoutenable pour les enseignants. Donc ils vont remplir ce silence et ils apportent la réponse. Voilà. Mais c'est notre culture. Hein. On est coupable quand on ne parle pas. Il y a quelque chose dans notre histoire professionnelle qui pèse très lourd sur nos épaules, dans nos conduites. La posture d'accompagnement, c'est celle, après je vais les détailler, c'est la posture par laquelle on prend son temps, on va
aider, faire penser, faire parler. On ne donne pas les solutions. Faire parler, faire penser les élèves. Et la posture du magicien, c'est une posture par laquelle on essaie de capter l'attention des élèves, les rendre captifs. C'est une histoire, c'est une anecdote, c'est un film, c'est quelque chose. On va essayer de les toucher quelque part pour les avoir avec soi par l'émotion, puisque c'est la première relation qu'on a avec l'autre ou avec la curiosité. Et à partir de là, voilà. Alors, encore une fois, toutes ces postures sont nécessaires. L'enseignant expert elles sont toutes nécessaires. L'enseignant expert circule sur ces postures. L'enseignant débutant, vous le savez, circule sur 2 postures pour l'essentiel. Il est en posture d'enseignement, quelquefois non-stop, et il est en posture de contrôle. Lâcher prise lui fait peur, et accompagner, c'est encore difficile pour lui, il n'ose pas, etc. C'est un apprentissage long. J'ai l'impression de prendre le TGV, excusez-moi. Ça va. Je reviens sur les postures des élèves, sur ce travail ancien, puisque je vais essayer de vous montrer comment nous avons compris cette espèce de jeu croisé entre les postures des enseignants et les postures des élèves. Encore une fois, c'est des modélisations. Encore une fois, ce n'est pas la réalité fine de ce qu'on voit dans la classe, mais c'est des grandes métaphores pour essayer de comprendre l'activité des élèves. Voilà. Alors, ce travail, nous l'avions fait à partir d'analyses linguistiques aussi, sur des tâches complexes demandées à des élèves de 3e. La posture scolaire, c'est la posture par laquelle l'élève ne s'autorise pas trop à penser, mais il est dans le faire semblant, il est en insécurité, il est entre se conformer à la norme, etc. Et il essaie de se cacher de ses pairs parce qu'il est dans la relation directe, simplement le maître et lui, ou voilà. Donc la posture scolaire, alors des étudiants, des assistants d'éducation avec qui on travaillait, nous avaient fait une remarque tout à fait judicieuse, et je ne l'ai pas introduite, c'est dommage, mais on a sur les postures des élèves, il y a toujours un versant positif et un versant négatif, parce que la posture scolaire, quand on passe un examen, il faut avoir la posture scolaire, d'accord ? La posture ludique, c'est la posture par laquelle un élève il se sent à l'étroit dans les consignes et il va tenter par tous les moyens d'essayer de jouer dans les marges et de les détourner un peu. Et il y a une sorte de créativité hors norme. Or, on sait aujourd'hui, de par l'analyse du travail, que obéir à une consigne stricto sensu est rigoureusement impossible. Il faut cela redonner la consigne. Donc, lorsqu'un élève se redonne une consigne en la modifiant légèrement, ce n'est pas une posture négative, bien au contraire, c'est une posture qui montre de l'implication et de la créativité. Alors des fois, c'est hors norme, effectivement. Je raconte toujours cette anecdote d'un élève qui nous disait « Moi, j'aime pas faire les rédactions en classe, alors je me débrouille toujours pour introduire une araignée dans ma rédaction. » Effectivement, on a regardé ces rédactions, il y avait comme Plantu, il y avait Plantu met sa petite souris, lui mettait sa petite araignée quelque part dans sa rédaction. Voilà. Donc il y avait un besoin absolument de se construire un petit espace dans la consigne, une autorisation personnelle pour être dans la consigne. La posture première, c'est la posture par laquelle l'élève, vous n'avez pas plutôt donné la tâche qu'il se jette dans la réalisation, et d'ailleurs on voit tout à l'heure dans la vidéo que Maxime demande aux élèves de poser les stylos, tellement ils ont envie de continuer les exercices. Hein. On est dans le faire, on est très impliqué, il y a souvent même de l'émotion, il y a de l'identification quand on est en littérature, par exemple, ou dans d'autres circonstances. Mais surtout, ce qu'on observe dans cette posture première, c'est qu'il n'y a pas forcément de lien entre les tâches, entre une première question et une deuxième question, et la troisième qui synthétise les 2 premières, elles sont traitées séparément, ils sont dans le faire, et il y a une compulsion, faire un désir d'occuper le temps et de s'engager. Il y a un engagement tout à fait important. Donc, si on n'est pas dans la posture première, on ne risque pas d'être dans la posture seconde. Donc, la posture seconde, c'est la posture réflexive, c'est la posture par laquelle on essaie de demander aux élèves et de vouloir, c'est le but, que les élèves non seulement fassent, mais comprennent ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait et comment ils s'y sont pris. Voilà. D'où la nécessité, si on veut faire ça, de donner moins d'exercices et de prendre le temps de les déplier et de comprendre comment ça fonctionne, et avec des exercices comme les narrations de recherche, etc., toutes sortes d'outils réflexifs mis au point par les enseignants depuis longtemps. La posture dogmatique, c'est la posture par laquelle l'enseignant ou l'étudiant ou le stagiaire vous dit « moi je sais déjà tout ça ».
Donc, s'il sait déjà tout ça, tant qu'on n'a pas dégommé cette posture dogmatique, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Donc, il va falloir créer une situation pour mettre en difficulté le savoir qu'on croit valable. Voilà. La posture de refus, elle est quand même relativement rare. Et quand on voit cette posture de refus, il nous semble qu'il faut faire très très attention, parce qu'être en refus devant la classe, c'est difficile, devant un adulte, c'est difficile, il faut déjà être solide. Et très souvent, avec l'expérience, nous avons vu, expérience d'adolescents, mais expérience d'adultes aussi, que lorsqu'il y a posture de refus, il y a quelque part une douleur cachée et profonde derrière, et qu'il faut faire attention d'y aller avec des pincettes, j'allais dire, avec ménagement, et d'essayer d'aller voir plutôt à l'extérieur le pourquoi de cette posture de refus. C'est valable autant pour les adultes, quand on demande à des étudiants en formation d'écrire et qu'ils refusent d'écrire, devant 30, il y a souvent quelque part une histoire douloureuse, et ça c'est dans le meilleur des cas. Donc voilà. Alors, le plus important dans ces années où nous avions travaillé sur les postures d'apprentissage des élèves, c'est que entre les... Alors, je vais prendre le temps de développer, parce que ça explique tout le sens du travail ultérieur, c'est qu'entre les élèves du collège Bonchic-Bonjard de Châtenay-Malabry, fils de prof, de médecin, de docteur, d'avocat, etc., évidemment, quelques autres, et les élèves du fin fond d'une ZEP profonde dans le 91, bien, les élèves du collège Bonchic étaient tous dans 3 ou 4 postures, circulaient au fur et à mesure qu'ils rencontraient des obstacles dans la tâche à accomplir, ils changeaient de posture. Ils rentraient dans la posture première, ils finissaient par posture scolaire. Enfin, ils circulaient dans les postures, d'accord, à 70%. Et dans la classe difficile, en milieu très très populaire et difficile, ils étaient 70% à circuler seulement sur 2 postures. Autrement dit, sur la posture scolaire et sur la posture première, pour l'essentiel. Il y avait 30% aussi qui circulaient sur 5 postures. Autrement dit, le rapport était complètement inversé. Ce qui nous a fait penser que les élèves en réussite, c'est les élèves qui sont labiles, qui ont une facilité de circuler, de s'adapter, de s'ajuster aux tâches, aux profs, à tout un tas de choses, mais que ce n'est pas l'école qui leur a appris ça. C'est là la question. Parce qu'on est en 3e, ils ont fait tout l'école maternelle, tout le CP, tout le primaire, tout le collège, ils arrivent fin de 3e, et il y a une inégalité du rapport aux tâches et aux activités en classe qui est énorme. Donc, quelque part, ils ont eu les mêmes profs, les mêmes programmes, etc., même formation des enseignants. Donc, notre système, au lieu d'égaliser les élèves, a augmenté cette discrimination scolaire. D'où la question, et si nous étions, nous les enseignants, en partie responsables dans nos manières d'enseigner, alors du coup, je travaille sur les gestes professionnels, très très fins, de cette mise en place de ces postures dominantes chez les élèves de ZEP, posture scolaire, posture première, quelquefois dogmatique, je sais déjà, etc., et pas assez de posture réflexive. C'était l'énorme question, elle est très douloureuse parce qu'elle renvoie à nos responsabilités. Voilà. Donc du coup, on a continué tranquillement et tout doucement ce travail pour essayer de comprendre l'effet maître et de comprendre le lien, essayer de voir, avec des travaux très très précis, des vidéos analysées dans le détail, beaucoup sur le CP notamment, quel lien entre les postures et les gestes professionnels des enseignants et les postures et les gestes professionnels, les postures et les types d'activités des élèves et les gestes d'études des élèves. Voilà. Et on a abouti à ce tableau inachevé, incomplet. La seule chose qu'on ait pu mettre en évidence, mais de façon formelle, avec Soulet, notamment linguistiquement, c'est que lorsque l'enseignant est en posture d'accompagnement dominante, les élèves sont en posture réflexive, beaucoup, et ils peuvent être aussi en posture ludique et créative. Et lorsque l'enseignant est en posture de contrôle dominante, et ça on l'a bien montré, les élèves sont en posture scolaire, on les cadre, ils sont en posture scolaire et en posture première. Les enseignants de ZEP nous disent, et nous disaient, je ne sais pas s'ils le disent encore, nous disaient, mais tu comprends Dominique, il faut les cadrer.
Alors on les cadre, on les contrôle, et à force d'être cadrés, contrôlés, effectivement, ils sont cadrés, contrôlés. Voilà.